The Bad Batch est, au même titre que The Clone Wars, une série là pour apporter de la profondeur dans l'univers de Star Wars. Et nous allons voir si c'est le cas dans son épisode 2. Salut à tous, c'est Vince, alias Amir Game, et on se retrouve déjà sur l'épisode 2 de The Bad Batch. Donc 2 épisodes en une semaine, dont un de 70 minutes. Croyez-moi, c'est juste exceptionnel, car le premier épisode était plus là pour apporter un hommage sur la journée Star Wars. Maintenant, la série va pouvoir continuer sa diffusion hebdomadaire, avec comme prévu des épisodes de 30 minutes. Le second sera d'ailleurs intitulé Famille de cœur. Donc qu'est-ce que cherche à nous raconter cet épisode? Tout d'abord, nous partons en direction de Saleucami pour retrouver le contact de Tech. Alors j'essaye d'apprendre les noms par cœur, hein, je précise, parce que si je n'avais pas mes notes, je serais paumé. Quoi qu'il en soit, Omega découvre la Terre pour la première fois. La Terre, hein, la matière, pas la planète. Et nous faisons la rencontre de Cut et Su Lok One, qui étaient des personnages de The Clone Wars. Donc je rappelle que Cut est censé être un ancien clone fugitif, qui a fini par former une famille de son côté, et la rencontre de tous ces personnages va permettre de faire comprendre aux héros l'existence de la fameuse puce. Plus tard, on y découvre que les troupes de clones sont toujours là, malgré la fin de la guerre. Ils saisissent les vaisseaux militaires et civils des habitants afin d'éviter qu'ils s'échappent, et on leur impose un code d'identité pour s'adapter à leur nouvelle monnaie. Tiens, ça me rappelle quelque chose ça, non? Le pass sanitaire. Bref, la dictature se met doucement en place. Après ça, Tech va récupérer les codes d'identité afin d'aider la famille de Cut à s'échapper. Il prépare un 5e code pour emmener la petite Omega avec eux, jusqu'à ce que cette dernière rejoigne de force le Bad Batch. Donc, on peut dire que cet épisode ne sert pas à grand chose dans l'avancement, à part l'évolution de la relation entre Hunter et Omega. D'ailleurs, en parlant d'elle, j'ai vu certains dans les commentaires dire que ce personnage ne servait que de quota féminin, ce que je peux comprendre et ce que je comprendrais encore plus si le fait de créer un clone féminin était une volonté pure de la part des personnages de l'histoire, sauf que non, c'est un véritable clone défectueux, donc je trouve l'idée intéressante à exploiter car on se demande tous quel sera le rôle de ce personnage. Pour l'instant, elle est surtout là pour calmer la meute de gorilles qu'est la Force Clone 99, et j'imagine qu'elle sera là pour apporter de l'équilibre sur la balance de l'intelligence et de l'agilité, ce qui est plus ou moins déjà le cas puisqu'elle parvient à s'infiltrer, dû pour l'instant à sa petite taille, ce qui compense forcément la force brute des autres personnages. Et vu le dialogue entre Cut et Hunter, on ne peut que s'imaginer que Omega apportera une importance capitale dans la suite de l'histoire. Vous savez, le dialogue où il parle des fameux objectifs. D'ailleurs, l'épisode nous fait bien comprendre qu'elle n'est pas un soldat. Voilà, c'est clairement une enfant fragile, chose que les personnages principaux ne comprennent pas trop, vu qu'ils ont été élevés dans le sang et dans la baston, mais n'éprouvent pas beaucoup d'empathie, puisqu'ils n'ont pas eu de parents à titrement parler. Et c'est justement là tout l'intérêt de cette série, c'est qu'on va leur apprendre à devenir humains, au même titre que Cut après avoir fui l'armée des clones. Et chose à part, je me demande s'il n'y aura pas un lien entre Caleb et Omega. Enfin, je dis ça juste parce que ce sont 2 enfants qui ont visiblement l'air d'avoir le même âge, donc on peut se permettre d'imaginer des choses. On peut se dire que Caleb va lui apprendre la force. Enfin bref, peut-être que je vais un peu loin. En tout cas, visuellement, c'est toujours aussi classe, même si on sent que le coup de feu est passé après l'épisode 1. La technique m'a tout l'air d'être légèrement en dessous, mais là, c'est juste personnel. Cela n'empêche que certains panoramas restent esthétiques, et la mise en scène est toujours cinématographique. Sans compter la finesse des couleurs, toujours du même calibre. D'ailleurs, j'ai trouvé ça intéressant aussi ce choix de mise en scène pour montrer la montée de l'Empire. Il y a un petit fond de maturité qui rend l'atmosphère inquiétante dans ces moments. Et j'espère que cet aspect va se corser davantage dans les épisodes suivants. À part ça, je ne peux pas m'empêcher de penser que Crosshair va finir par revenir à la normale avant la fin de la série. Mais pour l'instant, j'imagine qu'il sera l'un des méchants principaux qui va poursuivre les héros durant tout le long de la série. Et forcément, il va redevenir à la normale, peut-être avant de mourir, on ne sait pas, genre reprendre ses esprits et se sacrifier pour ses amis vers la fin. La suite nous le dira. En attendant, voyons maintenant ce que vous aviez à dire dans les commentaires de ma vidéo précédente. Parce qu'il y avait plein de commentaires, vous étiez très nombreux, je pense que c'est toute la communauté de The Mandalorian qui s'est réinfiltrée sur The Bad Batch, mais étant pris de court avec 2 épisodes en une semaine, je n'en ai sélectionné que quelques-uns. En commençant par Star Wars Chair et Niveau 7 qui
nous rappelle que visiblement les origines de Kanan ont été modifiées. Alors pour ma part, je me suis renseigné car certes j'ai vu Rebels, mais je n'ai eu aucun souvenir que Kanan racontait ses origines comme ça, de manière aussi détaillée. J'ai vu qu'il existait des comics sur le passé de ce personnage, puis en me renseignant de plus près, je me suis dit que en vérité, ce n'est pas vraiment modifié. Voilà. C'est juste que la mise en scène est différente. Déjà par exemple, ça se passe toujours sur Keller. Caleb est toujours en présence de son maître Jedi qui se fait assassiner par les clones. Seulement là, c'est expédié de manière beaucoup plus rapide et il n'y a pas le commandant Grey. Donc voilà, pour ma part, j'ai l'impression que dans les grandes lignes, c'est à peu près la même chose, seulement c'est juste différent au niveau de la mise en scène, encore une fois. Alors ça ne me semble pas très grave. Nous avons Isotope 255 qui nous dit que Hunter, pour lui, c'est Big Boss de Metal Gear Solid. Et comme je lui ai répondu, pour moi, c'est avant tout Stallone Rambo, clairement. Que ce soit le physique, la mâchoire, les cheveux, le bandeau, c'est purement et simplement Rambo. Ce qui nous emmène au commentaire suivant, celui de Lord Eldarion, qui nous dit que les personnages sont beaucoup trop stéréotypés. Et comme je lui ai répondu également, pour moi, ça ne marche que, et je dis bien que, parce que c'est une série d'animation. Mais autrement, The Bad Batch, tu le retranscris en live action, je risque de crier au scandale tellement que c'est cliché. Là pour l'instant, je trouve ça juste mignon. Et même si, encore une fois, comme je le disais dans ma vidéo précédente, je n'attends qu'à être surpris par ces personnages, qu'à pouvoir m'attacher. Et visiblement, la série a tout l'air pour l'instant de miser sur ça, avec, comme on a pu le voir, la relation entre Omega et Hunter. En tout cas, passer de 70 minutes à 30 minutes, ça pique un peu, car l'épisode s'arrête pile là où on aurait tous voulu que ça commence. C'est donc pour l'instant un simple épisode de transition où il n'y a pas eu d'événements marquants, mais j'espère que ça va s'accélérer dans la suite. Mais d'ici là, je vous invite à me donner votre avis dans les commentaires. Si vous avez des analyses à fournir, n'hésitez pas, comme d'habitude, je lis et réponds à quasiment tout le monde, et c'est avec plaisir que je mettrai en avant ceux qui me paraissent les plus pertinents si je prépare une autre vidéo dessus. Sur ce, on se laisse ici, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine. Thank you.